Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Olivier Falorni, député de la première circonscription de Charente-Maritime, membre du groupe parlementaire Libertés et Territoires. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Nous reviendrons dans cette émission sur votre travail parlementaire, sur la crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid-19 bien sûr, mais aussi sur les questions de sécurité et de laïcité et également sur l'après-municipal à La Rochelle. On commence, si vous le voulez bien, avec la disparition cette semaine de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Beaucoup de personnalités politiques, de sensibilités pourtant très différentes lui ont rendu hommage en s'attribuant souvent un héritage giscardien. Est-ce que c'est votre cas? Y a-t-il quelque chose de giscardien chez Olivier Falorni? Alors, je vais vous dire, moi, quand Giscard a été élu, j'avais 2 ans. À l'époque, je m'intéressais beaucoup plus à Casimir qu'à Giscard d'Estaing. Mais plus sérieusement, si je dois retenir quelque chose du septennat de Giscard, qui a bien commencé et qui a plutôt mal fini, c'est son courage sur la loi pour l'IVG. On parle beaucoup de la loi Veil, mais il n'y aurait pas eu de loi Veil sans Giscard d'Estaing, puisque c'était dans son programme présidentiel. Et on dit beaucoup ces jours-ci que finalement Giscard était le Macron des années 70. J'aimerais bien, ou j'aurais bien aimé, et j'aimerais bien que Macron ait le même courage aujourd'hui que Giscard d'Estaing lorsqu'il a fait la loi sur l'IVG, parce qu'à l'époque, sa majorité était contre lui, et pourtant, il y allait. Eh bien, j'aimerais le même courage pour un combat qui m'est cher, et vous le savez, c'est qu'on ait une loi sur la fin de vie. La fin de vie dans la dignité. Alors, vous l'avez dit, on dit que Emmanuel Macron est le Giscard d'Estaing des années 2010-2020. Le libéralisme de Valéry Giscard d'Estaing est-il comparable à celui d'Emmanuel Macron, vu qu'on le présente souvent comme son héritier politique? Il y a aussi là un point commun entre Giscard et Macron, c'est qu'ils se présentaient tous les deux comme des libéraux et ils se sont tous les deux comportés, sûrement aussi par la force des choses. Les crises pétrolières dans les années 70, la crise du Covid aujourd'hui, comme des dirigistes. Ils sont finalement l'expression de ce qu'on appelle l'énarchie, l'inspection des finances. Donc finalement, libéral dans les propos, libéral dans les programmes, mais finalement assez jacobin et assez colbertiste dans l'action. Alors, on va parler des conséquences économiques et sociales de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui sont de plus en plus dramatiques. Vous êtes co-signataire avec les parlementaires de Charente-Maritime d'une lettre à l'adresse du Premier ministre. Vous demandez à Jean Castex de permettre l'ouverture des restaurants, des bars et des cafés à partir du 15 décembre, à partir du moment où le fameux taux d'incidence est inférieur à 40 dans un département. Ça veut dire quoi? Il y a urgence? Ah oui, je crois qu'il y a urgence si l'on veut sauver un certain nombre de restaurateurs. Les cafés, les restaurants, je ne vous apprends rien, ont été fermés pendant plusieurs mois. Ils avaient mis en place des mesures sanitaires extrêmement rigoureuses. Et là, moi, au terme de ce second confinement, le problème, c'est qu'il est prévu à minima jusqu'au 20 janvier en ce qui concerne les cafés et les restaurants. Eh bien, moi, je suis très préoccupé sur le devenir, sur la capacité de survie d'un certain nombre d'établissements. Or, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'un certain nombre de départements ont un taux d'incidence, comme on dit, c'est-à-dire c'est le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants. Et comme par hasard, celui de la Charente-Maritime est très faible. Comme par hasard, tant mieux, tant mieux. On est, nous, Ça a joué, j'imagine. on est à peu près à 35, là où la France est à un peu moins de 100. D'où le seuil de 40. D'où le seuil de 40 qui est une base vraiment très, très, très basse. Honnêtement, à 40, on est vraiment sur des petits taux. Et la Charente-Maritime a la chance, d'ailleurs, depuis le début de cette crise Covid, de faire partie des départements peu touchés. Alors, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que dans les départements, effectivement, où on est en dessous de ce taux d'incidence de 40, sous l'autorité du préfet du département, dans des conditions de respect
vraiment des règles sanitaires parfaitement adaptées et qui ont été mises en place, distanciation, gel, plexiglas. On autorise le 15 décembre. On autorise le 15 décembre. Est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, qu'en agissant ainsi, vous puissiez favoriser la venue d'une troisième vague, style en janvier, février 2021 ? Est-ce que vous y pensez ? J'imagine que oui, forcément, vous anticipez au cas où. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'auparavant, lors du premier confinement, alors que nous n'avions pas encore tous les éléments, et même au début du second confinement, nous n'avons pas mené cette démarche. Cette démarche, maintenant, elle s'appuie sur des constats sanitaires et aussi sur la capacité des restaurateurs de faire appliquer un certain nombre de règles. On a vu que pour les commerces dits non essentiels, et je mets beaucoup de guillemets, on les a fermés, à mon sens, pour de mauvaises raisons durant ce second confinement. Ne commettons pas l'erreur de tuer... Plus de souplesse, c'est ça que vous dites. Plus de souplesse, absolument, plus de souplesse, parce qu'aujourd'hui, nous avons des restaurateurs en grande difficulté. Je dis d'ailleurs que les assurances n'ont pas joué le jeu, que la couverture des pertes d'exploitation n'a pas été menée, et je suis vraiment mécontent de la façon dont ça se passe, et j'espère que les assurances, demain, pour 2021, auront au moins la décence de geler ce qu'on appelle les primes d'assurance, c'est-à-dire les cotisations payées par les bénéficiaires. Plus généralement, êtes-vous de ceux qui critiquaient l'action du gouvernement dans la crise de la Covid, ou est-ce que vous lui trouvez malgré tout des circonstances atténuantes ? D'abord, première chose, dans cette période, plus probablement que dans d'autres, il est toujours très difficile de décider. Je me suis jamais, vous ne m'avez jamais entendu faire des remarques sentencieuses, notamment en matière médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infectiologue, et j'ai découvert que dans ce pays, il y a autant d'infectiologues que de sélectionneurs de l'équipe de France. En revanche, il y a des choses que nous avons pu constater au fil du temps. Et d'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport il y a quelques jours en voyant un certain nombre de dysfonctionnements. Bon, moi, ce que j'ai trouvé le plus grave, c'est le mensonge sur les masques. Pourquoi ? Parce que ça a délité le rapport de confiance entre les décideurs et les citoyens. Mais j'allais dire, le rapport de la commission d'enquête parlementaire, il est assez cruel pour la France. Moyenne des décès pour 1 million d'habitants. En Europe, 532. En France, 727. En Allemagne, 170. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se glorifier de la situation. Est-ce que vous vous ferez vacciner ? Oui, oui, oui. Moi, je suis un pro-vaccin. Je suis un pro-vaccin. Nous sommes dans le pays de Pasteur. Quel que soit le vaccin, même si c'est le vaccin ARN Écoutez, alors évidemment, je suis comme tout le monde. Je ne vais pas me faire inoculer n'importe quoi sans savoir ce que c'est. Mais il y a des autorités sanitaires en Vous France, leur faites confiance. En Europe. Je leur fais confiance. Oui, je leur fais confiance. Et il faut rappeler sans arrêt que les vaccins, je pense par exemple au vaccin contre la variole, ça sauve tous les ans des millions de personnes. N'oublions pas que la vaccination a sauvé des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions, depuis que la vaccination existe. Très rapidement, s'il vous plaît, mais c'est intéressant. Comment expliquez-vous que les Français soient à ce point rétifs au vaccin ? Et c'est pas depuis hier, hein, ça fait un petit bout de temps déjà. Oui, mais... Le pays de Pasteur, on dit, mais effectivement, il y a une défiance. J'évoquais ce sentiment de défiance vis-à-vis des politiques, et la consigne sur les masques changeantes a fortement affecté ce rapport de confiance. Et j'allais dire, il en est de même aujourd'hui pour la médecine. D'ailleurs, on voit dans des sondages que les gens ont de moins en moins confiance dans la médecine. Alors c'est vrai que les messages, là aussi, ont été brouillés. Et puis, il y a eu des scandales sanitaires. Il y a eu des scandales sanitaires qui ont fortement influé, je pense, sur la défiance. Alors, pas forcément en lien avec les vaccins, hein, mais le sang contaminé, un certain nombre de vaccins contre l'hépatite qui ont eu des effets secondaires, ont accumulé les choses. Il n'y a aucun vaccin qui ne produira jamais d'effets secondaires sur une infime minorité des gens. Voilà. Donc, moi, je fais confiance en la science. Je fais confiance en la vaccination, et dès que le vaccin sera disponible et validé, je me ferai vacciner. Alors,
sachant que je ne suis pas dans les personnes prioritaires. En tant que député, mais aussi en tant qu'ancien professeur d'histoire-géographie, vous avez bien sûr été particulièrement touché par l'assassinat de Samuel Paty. Vous souhaitez que des heures d'enseignement spécifiques de la laïcité soient non seulement programmées au lycée, mais que la laïcité soit également au programme pour le baccalauréat, pour une épreuve de baccalauréat. Oui, et j'ai mesuré l'importance de faire ça par certaines réactions que j'ai reçues par mail sur les réseaux sociaux, en osant me dire « Mais quoi, vous voulez faire des cours d'athéisme ?» Voilà, donc vous voyez au niveau où on en est. Et ce ne sont pas des réactions d'adolescents, hein, c'est d'adultes qui confondent laïcité et athéisme. La laïcité, c'est le ciment de notre citoyenneté. C'est vraiment le socle de notre République. Encore faut-il savoir ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est la liberté de conscience. Au lycée. C'est la liberté de croire et de ne pas croire. C'est de faire en sorte, finalement, que l'Église et l'État, les Églises et l'État, soient séparés. Donc, c'est une condition, c'est un joyau de paix, la laïcité. Un joyau de paix et de concorde. Ça n'est pas contre les uns ou contre les autres. D'ailleurs, on voit bien l'Église catholique qui, il y a 100 ans, était hostile à cette loi. Aujourd'hui, s'en satisfait parfaitement. Donc je pense que les religions, les citoyens ont tout à gagner à vivre dans un cadre laïque. On fait une épreuve de baccalauréat sur la laïcité ? Oui. Oui, absolument. Chaque bachelier doit savoir ce qu'est la laïcité dans ce pays. Olivier Falorni, l'interdiction de financer les lieux de culte sur fonds publics provoque, on le sait, une inégalité entre les religions d'implantation anciennes et puis l'islam, par exemple. Est-ce qu'on doit, sur ça, changer la loi de 1905 ? Non. Là où on doit être très attentif, c'est sur les financements étrangers. On doit avoir une transparence sur les financements de mosquées et de veiller plus largement à ce qu'il n'y ait pas de mainmise, soit de pays, soit de mouvements. Hein, évidemment, je pense au groupe salafiste, au mouvement des frères musulmans, et de veiller à ce que nous ayons non pas un islam en France, mais un islam de France. Autre sujet brûlant, celui concernant la proposition de loi sur la sécurité globale. Vous dites que ce texte serait 1. Fragile constitutionnellement, 2. Inutile juridiquement et 3. Partiel politiquement. De ces 3 critères, quel est selon vous le plus grave ? Les 3 sont graves. J'allais dire, c'est un article, pour résumer, inutile. Inutile pourquoi ? Parce l'article 24 ou la loi en... Ah non. C'est bien pour ça que je me suis abstenu. Je me suis abstenu pour 2 raisons. Une de fond et une de forme. Je me suis abstenu sur le fond parce qu'il y a dans cette loi des choses très intéressantes, notamment sur des précisions et sur le renforcement de la police municipale. Ça crée d'ailleurs la police municipale à Paris. Donc il y a des avancées très concrètes en matière de sécurité. Même par rapport sur les campus universitaires, le fait de ne pas pouvoir bloquer une université ? Non mais écoutez, aujourd'hui, moi je défends l'idée qu'il faut dans ce pays plus de sécurité et qu'on a besoin d'avoir des polices municipales qui soient plus opérationnelles et qui puissent venir en complément de la police nationale. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons un article 24 qui est inutile parce que, d'abord, il y a des moyens juridiques pour protéger les policiers et les gendarmes. Oui, ça existe déjà. Ensuite, parce que nous avons à voir le projet de loi confortant les principes républicains et dont l'article 25 va justement protéger les agents publics et notamment ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique, de la haine en ligne. Et puis, par ailleurs, le ministre Darmanin, intentionnellement ou pas, a parlé de floutage, a parlé d'autorisation pour les journalistes pour se rendre sur les manifestations, ce en quoi il n'y avait rien de tout cela dans l'article 24. Bref, si je vous écoute, l'article 24, pour vous, il est déjà condamné. L'article 24, on peut prononcer son autopsie. Je l'ai dit dans ma question. Je suis législateur, je ne suis pas légiste. Mais pour moi, il est mort. Et l'article 25 de la loi sur les principes républicains, à mon avis, répondra à cette problématique. Parce que le problème, il n'est pas dans les images. Moi, je suis pour qu'on filme. Et ça m'amuse parce que je vois ceux qui... c'est la diffusion, le problème. Utilisent la vidéo à dessein
de cet ignoble tabassage de Michel Zecler par des policiers qui se sont comportés en voyous. Et on voit bien que la vidéosurveillance, elle est utile. On en reparle, si vous voulez bien, juste après ce reportage qui a été tourné par nos confrères de France 3 National. Et on en parle juste après sur la sécurité. Il y a d'abord eu le croche-pied d'un policier à un manifestant lors de l'évacuation d'un camp de migrants à Paris lundi dernier. Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel? La réponse est oui. 2 jours plus tard, la vidéo de l'agression d'un homme par 3 policiers et à nouveau, le ministre de l'Intérieur doit réagir. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés. Toute la semaine, Gérald Darmanin est montré du doigt par la gauche qui se déchaîne. La tâche du ministre de l'Intérieur, c'est pas de protéger les policiers, c'est de protéger les citoyens. Et il y a là une confusion dans la tête de Gérald Darmanin. Si c'était un fait dans une manif et que tout le reste du temps ça se passait bien, je vous dirais bon bah voilà c'est tout, il y en a un qui a déconné, mais c'est tout le temps. Dernier épisode, Gérald Darmanin crée la polémique en suggérant une commission chargée de réécrire l'article 24 interdisant la diffusion malveillante d'images de policiers contre les prérogatives du Parlement. En coulisses, la majorité s'échauffe. Darmanin est un embrouilleur, il se croit plus malin que les autres. Résultat, il nous fout tous dans la merde, s'indigne un responsable d'En Marche. C'est lui qui a ouvert les vannes avec son soutien inconditionnel au syndicat de flics, clame un autre ténor de la majorité. Déjà accusé de s'en prendre aux libertés publiques, Gérald Darmanin n'a plus droit au faux pas. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Olivier Falorni, député de Charente-Maritime. Le ministre de l'Intérieur doit-il démissionner ? Non. Il a commis un certain nombre d'erreurs, mais je vous ai expliqué pourquoi sur le fond je m'étais abstenu. Accord sur le texte global, rejet de l'article 24, inutile, et aussi, j'allais dire, sur la forme. Je ne me livrerai jamais, vous m'entendez, jamais, à ce processus de haine contre les flics. Et quand on a un tabassage comme celui-là, qui d'ailleurs tout sauf une déconnade, là aussi, M. Darmanin utilise parfois les mots à mauvais escient. Je ne me livrerai jamais à cette logique de haine contre les flics. Il y a des policiers qui se comportent mal. Mais je vais vous dire, en 15 secondes, le souvenir le plus fort de mes 8 années de parlementaire, c'est lorsque j'ai auditionné en tant que secrétaire général de la commission d'enquête sur les attentats du Bataclan, 2 policiers de la BAC. Nous sommes 5 ou 6 parlementaires en France à savoir qui ils sont. Ces 2 policiers de la BAC sont entrés dans le Bataclan pendant le massacre. Ils sont rentrés sans protection. Ils ont arrêté le massacre. Et croyez-moi, tous ceux qui étaient à l'intérieur, fans de hard rock, qui n'aimaient pas spécialement les flics, croyez-moi, ce jour-là, les flics, ils les aimaient. Pardon, mais pour le coup, est-ce que vous ne faites pas un amalgame, pour le coup, que vous reprochez aux ceux qui sont, on va dire, anti-flics, par un exemple, plusieurs exemples, ils sont nombreux évidemment, d'exemples de policiers qui font bien leur travail, de dire que c'est pour cela que vous ne pouvez pas critiquer les Mais je viens de dire avant qu'un tabassage n'était pas une déconnade et que ces policiers étaient c'est un problème structurel selon vous ou pas dans la voyous. police, ou c'est juste comme ça conjoncturel, au cas par cas? Vous savez, le métier de policier ou de gendarme est probablement un des métiers les plus difficiles. Avec une formation qui s'est réduite. Absolument. Avec une formation qui s'est réduite, vous savez que pour devenir policier, c'est moins long que de passer un CAP. C'est 4 fois moins de temps que pour être policier en Allemagne. Et parce qu'il en fallait 10 000 de plus rapidement, c'est pour ça qu'on a réduit la formation des policiers. Absolument. C'est toujours le problème peut-être de devoir faire une loi ou faire des actes politiques dans l'urgence, non ? Absolument. Mais moi, je me refuse à globaliser, à amalgamer. C'est-à-dire que dès qu'il y a des actes inadmissibles, et je le redis, moi je suis pour la vidéo, et ça fait des années que je demande les caméras piétons pour les policiers. Donc, si les gens veulent avoir de la vidéo, très bien. C'est pour ça que cet article 24 était stupide, parce qu'il ne faut pas interdire de filmer. Au contraire, il faut que les gens voient ce qui se passe. Donc on voit les bavures, et on voit aussi les agressions contre les policiers. On a vu ce qui s'est passé à Bastille, où on a lynché un policier. Quand on écoute certains députés dans la salle des 4 colonnes, ou qu'on entend ci et là des hommes politiques de premier rang, certains, beaucoup même, disent que Darmanin est la caution sécuritaire d'Emmanuel Macron pour contrer Marine Le Pen en 2022. Vous en pensez quoi ? Il en a besoin, Emmanuel Macron, de cette politique dure, on va dire, sécuritaire, de droite, on allait dire.
Écoutez, moi je suis un homme issu de la gauche républicaine et laïque, dont une des références c'est Georges Clémenceau, qu'on appelait le Tigre, qui s'est pour le premier appelé premier flic de France. Donc moi je considère que la sécurité est la première des libertés et que c'est un principe fondamental. Après les stratégies d'Emmanuel Macron, à vrai dire je n'en sais rien. Le moins qu'on puisse dire c'est que là, à force de vouloir trop en faire, eh bien, ça a l'effet boomerang, parce qu'on voit bien le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a attisé encore un peu plus une spirale de l'hyperviolence. Et on a camp contre camp, j'allais dire même 100 contre 100. C'est désastreux. Et la semaine que nous avons vécue, avec le tabassage de Michel Zecler, la manifestation à Bastille où on lynche des flics, eh bien, excusez-moi, mais franchement, il n'y a pas de quoi estimer qu'on progresse en matière de sécurité dans ce pays. Nous changeons de sujet, un mot sur les élections régionales et départementales qui devraient logiquement être repoussées au mois de juin 2021. Ça vous pose un problème ou vous êtes d'accord avec la proposition de Jean-Louis Debré ? Ah non, ça ne me pose aucun problème parce que franchement, surtout qu'on ne revive pas les élections municipales et ce désastre civique. Voilà. Donc juin, ça vous paraît bien ? Pour pouvoir avoir une élection digne de ce nom, il faut d'abord faire campagne. N'oublions pas, il n'y a pas que le jour du vote. Ça pourrait être plus loin que juin ? Je ne crois pas, parce qu'après, on rentre dans la phase pré-présidentielle. Et il faut que les régionales et les départementales aient lieu avant l'élection présidentielle. Alors, sauf catastrophe, si on vivait une troisième vague, catastrophe. Enfin, bon, je n'ose imaginer ça. Et puis maintenant, il y a le vaccin. Mais il me paraît indispensable de décaler. Juin me paraît un bon compromis. Et je crois qu'il y aura quasi unanimité pour voter, puisqu'il faut que ce soit un projet de loi, pour voter le report en juin, pour qu'on ait une participation plus importante que celle des municipales, participation qui a été catastrophique. Alors, vous parlez des municipales. En juin dernier, vous avez été battu par Jean-François Fountaine à l'issue des élections municipales à La Rochelle. Vous avez déclaré, au soir de votre défaite, les Rochelais des quartiers populaires ont cru bon de rester chez eux. Le résultat en est la conséquence. S'ils avaient voté autant, même un peu moins que le centre-ville, le score aurait été différent. 6 mois après, est-ce que vous regrettez vos propos ? Non, sauf que, comme toujours, les propos, ils sont... c'est dans Sud-Ouest. Oui, mais ils sont pas intégraux, ces propos. C'est-à-dire qu'avant, j'ai remercié les 8600 Rochelais qui avaient voté pour moi. Évidemment. Et notamment, beaucoup de Rochelais des quartiers populaires. Ça n'empêche pas populaires. cette phrase-là. Vous avez quand même mis le doigt sur quelque chose en disant vous étiez très déçu que les quartiers populaires ne votent pas davantage pour vous. Oui, et je le redis. Et donc, je ne retire rien là-dessus. C'était donc de leur faute si vous avez été battu ? Non, mais est-ce que j'ai dit que c'était de leur faute ? On pourrait le comprendre comme ça, Olivier Falorni. En tout cas, vous l'avez mal compris. Est-ce que c'était simplement aussi un moment de mauvaise humeur Non. Parce qu'on n'aime pas perdre, j'imagine. Voilà, quand on... Alors, écoutez, d'abord, franchement, aujourd'hui, le problème du désastre démocratique que nous avons vécu au municipal, c'est que le maire de La Rochelle, 5 Rochelais sur 6 n'ont pas voté pour lui. 5 Rochelais sur 6, aujourd'hui, n'ont pas voté pour le maire sortant. Mais davantage que vous. 180 voix, oui. La démocratie. Pour 52 000 ça s'appelle électeurs. la démocratie. Ah bien absolument. Mais vous savez... C'est pour ça que je vous dis, on peut comprendre que sur le coup, on soit très énervé et qu'après, on se dise, bon, peut-être que j'avais pas à mettre particulièrement une population, les quartiers de La Rochelle en exergue par rapport à ma défaite, c'est ça ? Non, parce que, et vous savez, peut-être, moi, vous savez, j'ai très bien vécu ça. Vraiment ? On peut en douter. Non. Vous avez démissionné du conseil municipal ? Non, je ne vais pas dire que j'ai bien vécu ma défaite. Ah, d'accord. Ce que j'ai parfaitement bien vécu, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous ayons une dynamique qui a été engagée avec le renouveau. Et surtout, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de Rochelais viennent me voir aujourd'hui en disant on regrette de ne pas s'être déplacés. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu 180 voix d'écart, que ça n'est pas une victoire, mais c'est tout sauf un désaveu. Et les quartiers populaires, je les connais bien. Et si j'ai fait référence aux quartiers populaires, c'est parce que moi, je suis un enfant des quartiers populaires de La Rochelle. Et que je connais cette ville. Et que je sais que beaucoup de Rochelais de ces quartiers populaires ne sont pas allés voter pour des raisons ou pour d'autres. Et voilà, c'est comme ça. Très franchement, je vais vous dire, moi, je suis aujourd'hui engagé. On a évoqué des sujets très importants. Tout va bien.
En tout cas, en ce qui concerne Le mon fait, action, le fait d'être tout va parti bien. du conseil municipal, de n'être que député, ça a été mal perçu aussi par des gens qui ont voté pour vous d'ailleurs. Hein. Oui, alors, ils ont voté pour moi pour être maire. Et puis, je vais vous dire, j'ai une faiblesse, une grande faiblesse. Je ne fais bien qu'une seule chose en même temps. C'est pas un petit peu dédaigneux vis-à-vis du rôle du conseiller municipal? C'est une C'est-à-dire, question qu'on peut se poser, de dire non, moi je veux pas rester juste conseiller municipal, ça m'intéresse pas, je vais être député, point barre. alors, ce que vous oubliez de dire, c'est que depuis 8 ans, je suis député. Et lorsque je me suis présenté en 2012, j'ai dit le mandat de député, et à l'époque, il y avait du cumul, hein. Oui, je m'en souviens. Le mandat de député, pour moi, c'est un mandat où on se consacre à temps plein. Je me suis présenté au municipal. Donc c'était logique que vous démissionniez. Mais absolument. Un mot sur Absolument. votre groupe Et parlementaire, puis, Olivier Falarni. il faut aussi que les conseillers municipaux d'opposition puissent exister. Je vous propose de les inviter, vous verrez, ils ont beaucoup de talent. Avec plaisir. Il nous reste une minute. Certains parlent de votre groupe comme une armée mexicaine. Le Figaro le décrit comme un groupe éclectique qui permet à des élus marginaux dans leur groupe respectif de bénéficier de moyens d'action et de temps de parole dans l'hémicycle. Vous en dites quoi? J'en dis qu'effectivement, c'est un groupe qui est pluriel. C'est un groupe technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homogénéité idéologique. Et moi, ça me plaît, parce qu'il y a liberté et territoire. Liberté, c'est un groupe où on a une liberté de vote. Et territoire, parce que nous avons pris conscience très tôt qu'il fallait que l'État central écoute plus les territoires. Et on voit bien que aujourd'hui, c'est un des problèmes qui est souligné régulièrement dans la gestion et notamment de la crise. On a besoin de plus écouter les territoires. Donc c'est un groupe dans lequel je me sens bien, en liberté. Les prochaines législatives pointent le bout de leur nez. On vous imagine mal ne pas vouloir faire un troisième mandat. Vous serez candidat, Olivier Falarni. Ah oui, bien sûr. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, il vous suffit, vous le savez, de vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, je recevrai un autre député, mais de la Vienne cette fois. Il s'agira du macroniste Sacha Houlier. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous. À la semaine prochaine.